experts s'accordent à dire que la punition doit être fonction de l'âge de l'enfant et de la faute ou de la bêtise commise. Justement, si on s'arrête sur ce dernier élément, où se situe la limite entre les sévices corporels et la correction, on en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Ce jour, nous parlons des punitions. Alors, les punitions sont-elles nécessaires à l'éducation de l'enfant? Si oui, comment punir sans traumatiser? Pour nous éclairer, je reçois sur ce plateau Maître Éric Choupé, il est avocat au barreau du Cameroun. Maître, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame Oriane, le plaisir est mien d'être une fois de plus convié sur ce plateau pour éclairer davantage l'opinion publique sur la notion de punition. Merci. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément et nous revenons juste après. Ça dépend des punitions et ça dépend surtout de l'âge de l'enfant. Il y a soit les enfants adolescents, il y a la punition des garçons. C'est vraiment compliqué. C'est une question qui est très complexe. Pourquoi? Parce qu'on a des catégories d'enfants. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Donc on ne peut pas savoir exactement quelle punition affliger un enfant. Et les punitions ne peuvent pas être exactes. Parce que c'est en fonction de l'enfant que tu as en face de toi que tu affliges les punitions. Tu peux pas, la punition que tu affliges à une petite fille de 3 ans, tu ne peux pas affliger cette punition à une fille de 16 ans. Parce qu'il y a que là c'est une petite fille et l'autre c'est déjà une ado. Donc, moi, je suis pour les punitions. Mais c'est en fonction de l'enfant qu'on a en face et comment aborder l'enfant et comment le comportement de l'enfant avant de lui donner une punition. Je suis contre. Pourquoi? Mais imagine que tu restes en tapé, qu'on a percé la tête de l'enfant à l'école. Tu vas sentir comment? Au lieu qu'on appelle le père pour que le maîtresse avec le parent redresse l'enfant, c'est plutôt le maîtresse qui faute ton enfant. C'est anormal. Et selon vous, quelle est la punition qu'on peut infliger à l'enfant justement? Bon, pour soit le faire mettre à genoux ou bien de donner le travail pour qu'il travaille. Déjà, je ne suis pas contre les punitions, mais il faut savoir quelles punitions infliger aux enfants parce que les enfants, déjà à nos jours, sont un peu trop têtus. Donc, même quand l'enfant commence à bas âge c'est-à-dire l'enfant commence d'abord par tester un peu la têtutesse. Donc si le parent lui laisse la main, et c'est comme ça que l'enfant prend de l'ampleur, le lâche sur la têtutesse. Donc dès que l'enfant commence, il faut déjà dire à l'enfant, ici c'est pas bon, là c'est bon. Donc quand l'enfant commet une bêtise, il faut déjà parler à l'enfant 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça ne va pas, tu lui infliger une punition selon son âge. Façon de punir l'enfant, si peut-être l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, il est préférable, si c'est vraiment grave, il est préférable de faire venir son parent à l'établissement ou alors punir tout simplement mais sans taper sur l'enfant parce qu'on ne sait pas, l'enfant peut sortir avec un malaise, arriver à l'école, l'enseignant tape, l'enfant s'écoule, du coup ça devient le problème de l'établissement. Je suis pour. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, la société d'aujourd'hui a perdu beaucoup de mœurs et les enfants sont à la dérive. Donc pour les ramener, il faut les punitions. De ne pas suivre ce qu'ils voient dans d'autres télévisions ou bien les choses des étrangers pour pouvoir peut-être essayer ici là chez nous. Moi je crois qu'avec les enfants, il faut beaucoup de dialogue, les conseils. Nos enfants d'aujourd'hui ne sont pas comme les enfants d'hier. Ils sont très fragiles. Donc en l'aide, t'apprends encore les rendre encore plus têtus. Donc il faudra encore les rendre plus têtus. Moi je pense bien qu'il faut beaucoup de conseils, amener les enfants petit à petit. Même à l'école, il faut que les maîtresses se coudent beaucoup avec les enfants pour les ramener. Moi je suis contre les punitions. Parce qu'il n'y a plus que les chicottes. Je prends l'exemple sur moi. Moi, quand j'étais petit, j'étais têtu très mal. Mon père me tapait. On mettait les fourmis sur moi. Jusqu'à là, j'étais toujours têtu. Le jour que j'ai arrêté la têtutesse, c'est le jour que mon papa ne me parlait plus. Il s'en foutait de moi. Quand j'ai fait 1 semaine, il dit mais mon père ne me parle pas comment. C'est là où j'ai commencé à changer seul. Et la chicotte n'avait jamais changé sur moi. La mission que j'ai à la maison, que j'applique à la maison, par rapport aux enfants. Par exemple, hier, je suis rentré à la maison, je n'ai pas trouvé de l'eau au frigo.
pour boire pendant mon repas. Et j'ai dit à celui qui est responsable pour mettre de l'eau au frigo, que demain, dès qu'il rentre de classe, il ne traverse pas la barrière. Il reste dans le salon, il tourne dans la maison. C'est sa part de punition. Donc ma part pour punir l'enfant, ce n'est pas de le taper, ce n'est pas de le laisser à la famille. Hein? C'est ma part de punition là-bas. J'ai dit comme il joue, il a 9 ans, j'ai dit quand il rentre de l'école, il ne traverse pas la barrière. Il tourne qu'au salon, il part dans la chambre, il ne sort pas hors de la maison. Voilà, maître. Peut-être votre avis également et un petit commentaire sur l'avis de ces doualets. Bon, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'avis des doualets sur la question des punitions. Déjà, ils sont tous unanimes qu'il faut maintenir la punition. Maintenant, certaines personnes se délocalisent des punitions tendant à infliger des fouets ou des bastonnades aux enfants, mais optent plutôt pour des punitions alternatives pour recadrer l'enfant. Donc, je crois que déjà à la base, tous sont d'accord. Alors, selon vous, il y a une assertion qui dit qu'un enfant fouetté est un enfant bien éduqué. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Je connais bien cette assertion, ce n'est pas la première fois que je l'écoute et elle est très souvent utilisée par certains parents d'ailleurs. Et je ne suis pas vraiment d'accord avec cette assertion. Déjà, il faudrait pouvoir même comprendre l'étymologie du mot punition. La punition, c'est quoi? C'est un terme générique qui désigne très souvent une sanction destinée non pas à indemniser la victime, mais à affliger au coupable une souffrance dans sa personne ou ses biens. Et conformément à la réglementation en vigueur. Parce qu'il faut savoir que la loi a prévu tout un ensemble d'éléments qu'il ne faut pas... La loi a prescrit des mesures dont il ne faut pas dévier. Même dans le cadre de l'éducation d'un enfant, s'il faut lui afficher des punitions, il faudrait s'assurer qu'on reste dans le cadre légal. Parce que si on sort de ce cadre légal-là, naturellement, on va s'exposer à diverses sortes de punitions. On aura l'occasion d'y revenir au cours de l'émission. D'accord. Dites-nous déjà, est-ce qu'elles sont nécessaires dans punition? Peut-être qu'il faut dissocier les sévices et ces punitions palliatives-là. Bon, un monsieur a parlé de mettre à genoux. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que ce n'est pas aussi un sévice si on met un enfant à genoux pendant 2 heures de temps? Est-ce que pour vous, je recadre la question, les punitions sont nécessaires à l'éducation de l'enfant? Si oui, comment punir sans traumatiser? Comment connaître le juste équilibre pour ne pas tomber dans le traumatisme? Il va de soi que pour que la société fonctionne normalement et au regard de la déviance dont certains jeunes enfants sont à l'origine aujourd'hui, il faut automatiquement et obligatoirement des punitions. Maintenant, je pense que également avec l'évolution de la société, les experts des questions humaines nous ont dit que le corps humain est désormais fragile. Donc les services qu'on affligeait jadis aux enfants, on ne peut plus le faire aujourd'hui parce que le simple fait de porter peut-être la main sur un enfant, il peut tomber là et développer certains symptômes dont on ne s'attendait pas. Donc il faut prendre plutôt en considération des punitions, des mesures palliatives des punitions. Donc il faut mettre de côté le fouet pour penser aux punitions palliatives. Déjà, ça peut être des restrictions de sortie, ça peut être peut-être la suspension peut-être de l'argent de poche, ça peut être la privation peut-être de son repas préféré, ça peut être la privation de la télévision, autant de choses pour amener, ou alors même peut-être ça peut être l'augmentation du travail à faire par l'enfant, ça peut être même un travail scolaire, des exercices. Si l'enfant avait l'habitude de faire peut-être 2 exercices par jour, le parent pour le punir peut montrer peut-être 4 exercices, ça permet que dans sa punition, il s'éduque davantage. Donc je pense que à ce stade de la société, ce qu'il faut éviter, c'est les sévices. Aujourd'hui, il faut éviter les sévices parce que le corps humain est très fragile et opter plutôt des punitions pour des punitions palliatives. Donc, les méthodes alternatives de punition, comme j'ai énuméré et listé quelques-unes tout à l'heure. D'accord. Et que dit la loi sur la punition, où j'ai envie de préciser ce châtiment corporel? Je me souviens une fois sur ce plateau, j'ai indiqué que les enfants pouvaient être punis des violences sur ascendant. Le code pénal camerounais a également prévu une disposition sur les violences sur des enfants. Et tenez-vous tranquille, lorsque l'enfant est âgé de 15 ans, c'est encore plus grave. Parce que les peines là-bas sont très lourdes. Elles vont de la peine de mort à l'emprisonnement à vie. Et il suffit simplement que même un voisin dénonce que vous êtes en train d'infliger des traitements inhumains et dégradants, des sévices corporels insupportables à un enfant.
que vous pouvez être traduit devant les autorités compétentes pour répondre de cette fête. Ça, c'est sur le plan légal en ce qui vous concerne, vous le parent. Mais la loi camerounaise est également venue parce qu'il y a des services sociaux de prise en charge des enfants. On peut vous retirer carrément cet enfant-là pour lui trouver un cadre social un peu plus adéquat pour son éducation et pour son bien-être. Alors, est-ce que cette loi s'étend également dans le milieu scolaire ou c'est juste pour la maison? La loi a vocation à s'appliquer sur tout l'étendue du territoire national, que ce soit à la maison ou dans le milieu scolaire. Personne n'est... Même les enseignants ne sont pas dotés d'une immunité lorsqu'ils infligent des sévices à l'enfant. C'est la raison pour laquelle, que ce soit le ministère de l'Éducation de base ou des enseignements secondaires, tous de plus en plus commandent aux enseignants d'opter pour des punitions autres que des sévices. Dans tous les cas, autres que des sévices. Ça peut être peut-être la mise dans une salle d'isolement, ça peut être l'augmentation des travaux à faire à la maison. En fait, il y a une bagatelle de mesures que ce soit l'enseignant ou le parent peut prendre vis-à-vis de l'enfant qui est un peu délinquant pour le ramener sur le droit chemin. Alors, les châtiments corporels sont interdits par la loi de 98 sur l'orientation de l'éducation au Cameroun. Pourtant, on le sait quand même, ça ne se fait pas peut-être ouvertement, mais on sait que ça se pratique toujours dans les établissements. Dites-nous, en cas de litige, le parent, il se tourne vers qui? En cas de litige, il porte plainte à l'établissement, à l'auteur, sinon comment ça se passe? Vous savez, si il est établi peut-être que l'enfant a subi peut-être des violences de la part de son instituteur, de son enseignant ou de son maître. Il y a des images qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, les enfants avec des corps... Étant donné que cela a été causé dans le cadre de l'établissement, le parent porte plainte contre l'auteur direct et contre l'établissement qui est auteur indirect. Parce que, vous savez, désormais, avec la révision du code pénal, les personnes morales sont également pénalement responsables. Donc, lorsque un enseignant commet des sévices sur un élève, le parent peut l'attraire tant lui que l'établissement. Et après, l'établissement pourrait être civilement responsable des condamnations pécuniaires que pourra écoper cet enseignant. D'accord. Mais dites-nous, un enfant qui rentre avec des blessures sur le corps, il a été battu par son enseignant. Qu'encourt exactement l'enseignant, l'établissement, et qui s'occupe de l'enfant qui est malade? Bon, vous savez qu'il faut d'abord faire un distinguo entre... c'est vrai que le principe est le même pour tous les établissements, que ce soit le privé ou le public. Lorsque l'enfant a subi des services dans le cadre de l'établissement, c'est l'établissement qui prend en charge les frais de soins pour permettre à cet enfant-là de se rétablir dans de meilleures conditions possibles. Maintenant, quand l'établissement a pris en charge ces soins-là, l'établissement n'a pas recruté des enseignants avec pour vocation fouetter à longueur de journée des élèves. Donc l'établissement va exercer plus tard ce qu'on appelle une action récursoire contre l'enseignant pour récupérer l'argent qu'il a dû dépenser pour les soins médicaux d'un enfant en cause de son acte qui n'est pas réglementaire. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, la punition, c'est une sanction qui vise à infliger à une souffrance dans la personne ou dans ses biens. Ça veut dire que ça doit être prévu par la loi. Vous ne me montrez nulle part où la loi dit qu'il faut affliger des services aux personnes. Au contraire, même la Déclaration universelle de l'homme doit réprimer les traitements inhumains et dégradants. Et par traitement inhumain et dégradant, on voit là les services, que ce soit services physiques ou même psychologiques, parce qu'il n'y a pas que le fouet. Il faut aussi éviter les violences psychologiques à l'égard des enfants, parce qu'on sait tout ce que ça peut entraîner. D'accord. J'insiste quand même sur ma question. Un enfant de 5 ans, disons 5 ans, un exemple, 5 ans, qui a subi ces services corporels, qu'encourt l'enseignant, qui est auteur de ces services-là? Bon, l'enseignant encourt une peine d'emprisonnement et une peine d'amende. Ça, c'est pour ce qui concerne de la réparation au regard de la société. Maintenant, pour ce qui est de l'enfant, l'enfant pourra solliciter également des dommages et intérêts pour les frais médicaux que les parents doivent exposer pour ces soins et pour le préjudice psychologique que l'enseignant a causé de par cet acte à l'enfant. D'accord. Maintenant, que faire de ces parents-là qui, pour corriger leurs enfants, demandent parfois à l'établissement de les châtier, et même en public? À ce moment, à qui la faute? Vous savez,
il n'y a pas que... Certains parents ne demandent pas qu'aux établissements. En son temps, parce que c'est une pratique qui tend à disparaître, il faut quand même le reconnaître. En son temps, les parents conduisaient même les enfants carrément dans les unités de police ou de gendarmerie pour qu'on les apporte une correction. Mais je vous ai tout à l'heure indiqué ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous avons ratifiée. Je vous ai indiqué ce que dit la Constitution du Cameroun en son préambule sur les droits humains. Les traitements inhumains de cas dans les services sont interdits, que ce soit pour corriger, pour amener l'enfant sur le droit chemin. Il vaut mieux utiliser d'autres méthodes qui sont plus conséquentes et qui peuvent produire des résultats plus remarquables. Déjà dans l'audition des riverains de la ville de Douala que vous avez fait tout à l'heure, monsieur a dit, on l'a bastonné pendant plusieurs années, ça n'a rien changé, mais rien que le silence de son parent l'a amené à regagner le droit chemin. Mais que faire? On a des enfants dits difficiles. Est-ce qu'il y a des institutions, est-ce qu'il y a des cadres bien aménagés pour aider à remettre ses enfants sur le droit chemin? On a des enfants... Oui, lui, peut-être que le silence de ses parents a eu un effet sur sa personne. Il y en a à qui ça ne va rien dire. Il va se dire, bon, il me parle, puis c'est pas grave, donc je peux faire ce que je veux. Comment se comporter à ce moment-là avec cet enfant qui est plutôt difficile? Voyez-vous, je vais prendre peut-être de manière générale sur le continent. Dans le continent africain, on a cette idée-là préconçue que vraiment si on n'utilise pas le fouet sur un enfant, on va le perdre. Ouais. Je crois que c'est même une idée préconçue qui nous vient même de la colonisation. Vous voyez, les colons sont fouettaient sur les esclaves. Je préfère utiliser cette expression, quoi que ce soit dépassé. C'est resté. Aujourd'hui, on a l'impression, même les parents, que ce soit même les enseignants ou même n'importe quelle classe sociale, a l'impression que si on ne fouette pas un enfant, on risque de rater son éducation. Mais je préfère le dire que c'est faux. C'est une idée préconçue qui ne marche pas forcément. On peut éduquer les enfants, les punir sans jamais mettre le fouet sur eux et obtenir des enfants très respectueux, qui respectent à la lettre toutes les valeurs, que ce soit morales ou sociales. Le fouet a ceci de particulier et de mauvais, que ça peut plutôt amener l'enfant à davantage dévier de la trajectoire normale, ou davantage s'accommoder avec des personnes, des mauvaises camaraderies qui vont plutôt, avec le fouet, il sera à un moment indifférent à la douleur. Souvent même certains enfants vont même jusqu'à pleurer seulement pour satisfaire leurs parents, alors qu'au fond ils ne ressentent lui rien. Donc je pense qu'il est temps pour les parents, même pour les éducateurs et pour tous les autres acteurs de la société, d'implémenter davantage les autres mesures de punition, autres que les services et le fouet. D'accord. Alors, une punition autre que le fouet. Priver l'enfant, par exemple, de repas. Est-ce que ce n'est pas aussi contre-productif? Parce qu'un enfant qui ne mange pas, il peut aussi tomber, il peut s'évanouir. Votre question est très pertinente parce que le préambule de la Constitution du Cameroun dit que chaque parent a l'obligation de fournir de la nutrition à son enfant et de s'assurer de sa santé et de son éducation. Donc vous ne pouvez pas dire que vous allez priver l'enfant de la nutrition pour le redresser. Il peut mourir de famine et ce ne sera pas une bonne punition. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous dites, moi je sais par exemple que toi tu aimes tel repas. On va faire ce repas-là, tu ne vas pas le consommer, on va faire un autre repas pour toi que tu aimes le moins. Il peut s'adapter. Il sera obligé de manger cela, mais il sait que désormais, pour avoir droit à son repas, il ne doit plus commettre telle bêtise. Donc, ce n'est pas privé, il ne faut pas priver de manière radicale un enfant, dire peut-être tu fais toute une journée, tu ne manges pas. Non. L'enfant a besoin de s'alimenter pour bien grandir également. Parce que punir un enfant, ce n'est pas le faire redresser dans sa croissance. Il faut également qu'il grandisse normalement. Et pour grandir normalement, il doit s'alimenter et jouer également, autant de choses. D'accord. Maître, dites-nous, un enfant qui vole par exemple la viande dans la marmite ou il vole l'argent de ses parents à la maison, est-ce que la sanction, est-ce qu'ici il faut le sanctionner de la même façon que si l'acte est commis chez le voisin? Ou alors ici à ce moment il faut l'amener carrément au commissariat ou à la gendarmerie, je ne sais pas.
Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que lorsque l'enfant commet un vol à la maison, vous les parents, vous pouvez maîtriser. Vous pouvez savoir comment canaliser cela pour gérer ça en famille. Mais lorsqu'il pose cet acte déjà à l'extérieur, vous n'avez plus la capacité de maîtriser toutes les actions qui peuvent être dirigées contre lui. En son temps, il y a quelques années en arrière, lorsque l'enfant volait, que ce soit à la maison ou chez le voisin, lorsqu'il volait à la maison, les parents lui infligeaient des sanctions conséquentes relativement à l'acte qu'il a posé. Et lorsqu'il le faisait sur le voisin n'attendait pas le retour de son parent pour l'infliger aussi des sanctions. Mais aujourd'hui, avec la fragilité des enfants, lorsqu'un enfant pose un acte chez le voisin, il préfère, par mesure de précaution, patienter que le parent arrive et dit que voilà l'acte que ton enfant a posé. Maintenant, quitte à toi de prendre des mesures qui s'imposent pour qu'il ne pose plus des actes dorénavant. Plus que, comme je disais tout à l'heure, les gens ont une idée préconçue de ce qu'il faut absolument agir par le fouet pour amener l'enfant sur le droit chemin. Le voisin chez qui l'enfant est venu voler, lui, il a certaines craintes dans sa tête. Si je prends un coup de fouet sur cet enfant, c'est qu'il tombe. La responsabilité qui sera la mienne sera dorénavant plus grande. Or, là, il ne rend pas un service direct à l'enfant. Parce qu'il peut plus apporter cette information à l'attention des parents de l'enfant. Ils ne font pas grande chose. Alors que si c'était son propre enfant, il devait peut-être le sermonner clairement et l'intimer ou alors lui donner des instructions de ne plus jamais poser des charges de cet acte. Ça, c'est déjà au moins de première vue, c'est déjà au moins une sanction. Intimer clairement l'ordre à l'enfant que ne pose plus cet acte parce qu'il est mauvais. Mais vous pensez vraiment que dire à l'enfant ne pose plus cet acte, ça va suffire? Comme je dis, on a des enfants difficiles quand même, à qui ce genre de paroles, à la limite, ça ne leur dit rien. Je sais que ça plairait à tous parents, peut-être que je leur dise que non. De temps en temps, il faut peut-être donner quelques sévices, peut-être à la fesse de l'enfant, c'est l'endroit le plus indiqué. Parce que là-bas, l'enfant ne risque pas trop grand-chose. Ce n'est que des douleurs parce qu'il va ressentir que là, on est en train de le punir relativement à telle chose. Mais je préfère rester légaliste. Parce que nous sommes dans une société qui a des règles établies. Il faudrait bien que les parents ou les personnes qui ont la charge d'éduquer peut-être les enfants sachent que c'est proscrit par la loi. D'accord. C'est proscrit par la loi. Alors, mais dites-nous, à quel âge un enfant est jugé responsable de ses fautes? Surtout si l'on dit que l'éducation de l'enfant commence à la maison. Est-ce que sur toutes les fautes, l'enfant est jugé responsable? Si oui, à quel âge? Bon, ce qu'il faut noter, c'est que lorsque vous parlez des fautes, ça veut dire que nous sommes là sur le plan civil. D'accord. Et la majorité civile s'acquiert à partir de 21 ans. Ça veut dire qu'avant 21 ans, l'enfant n'est pas civilement responsable de quoi que ce soit. S'il pose un acte, ses parents devront en répondre. Ça, c'est sur le plan civil lorsqu'on parle de faute. Maintenant, si on est sur le plan pénal, parce que lorsque l'enfant nous vole, comme on a pris des exemples tout à l'heure, ça peut, sur le plan civil, c'est un fait dommageable. Mais sur le plan pénal, c'est une infraction. Et nous savons que le code de procédure pénale a séquencé les responsabilités pénales. C'est vrai qu'on est pénalement responsable à partir de 18 ans, mais même bien avant cet âge-là, le mineur âgé de 14 à 18 ans peut être pénalement responsable. Mais maintenant, ceux qui sont âgés de moins de 10 ans sont pénalement irresponsables parce que un enfant de 7 à peut-être de 1 mois à 7 ans, il ne connaît pas grand chose de la vie. C'est à peine s'il peut dissocier ce qui est le bien du mauvais. D'accord. Donc, à cet âge-là, on va principalement appeler les parents à répondre des actes qu'il a posés. Pas aller en prison à la place de l'enfant s'il a vraiment posé un acte qui nécessite qu'il aille en prison. On va appeler les parents à résoudre au moins, à réparer au moins ça, sur le plan civil les dégâts que l'enfant a pu causer. Justement, puisqu'on parle d'âge, on a récemment vu un enfant âgé d'environ 11 ans qui a tué son père. À ce moment, comment punir cet enfant-là et qui est responsable? Il a 11 ans et c'est lui qui tue son père. C'était vraiment un événement assez malheureux parce que ça a fait le tour de la toile et des chaînes de télévision. C'est assez regrettable que vous donnez la vie à quelqu'un et que c'est lui qui vous ôte la vie. C'était vraiment un malheureux incident.
Mais le législateur camerounais a prévu des canaux pour des enfants. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des procédures pour des mineurs. Évidemment, à son âge, là, ça va suivre une procédure normale. Et une information judiciaire pour mineurs sera ouverte à l'effet d'établir les responsabilités et comprendre ce qui s'est passé. Parce que vous savez que dans ce genre de choses, il y a même des éléments qui peuvent amener à ne pas engager sa responsabilité. Il faudrait qu'on demande d'abord que cet enfant était sain d'esprit, parce que c'est inconcevable qu'un enfant de 11 ans plus ôter la vie. C'est un acte hautement... Je ne sais même pas comment qualifier ça. Mais si l'enfant se justifie, puisque lorsqu'on lui pose la question, il dit c'est parce que je voulais aller chez ma mère et je ne voulais pas le tuer. Est-ce que ces paroles-là, dans quel registre mettre ça là? Déjà, le principe, c'est qu'en matière pénale, le mobile emporte peu. Donc, sauf des cas exprès ou dans lesquels la loi a indiqué que, bon, si tu te trouves dans cette situation-ci, peut-être si tu as faim et que tu prends un bout de pain à la boutique, tu manges immédiatement sans payer et qu'on se rassure que tu n'as plus vraiment faim, là, tu étais dans un état de nécessité. Mais dans son cas, c'est le mobile. Maintenant, le moment venu, s'il y a des sanctions à infliger, le juge peut plutôt prendre ce qu'il dit là pour utiliser ça comme des circonstances atténuantes, afin de ne pas l'infliger la sanction la plus lourde prévue par la législation en vigueur. D'accord. Merci beaucoup maître. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci pour tous ces enseignements. C'est moi qui vous remercie et je tiens à saluer tous vos millions de téléspectateurs. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.